Chaque lundi à 13h30 pour la demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, nous retrouvons également notre correspondant américain pour notre quart d'heure américain hebdomadaire. Pierre-Yves Dugas est avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. Ravi de vous retrouver au démarrage de cette semaine. Alors, qui verra effectivement le chiffre d'inflation américain pour le mois de mars, qui verra la décision et la communication de la Banque Centrale Européenne, mais qui verra également le retour des résultats d'entreprise avec les premiers résultats américains, notamment cette semaine. Je crois qu'on a Delta Airlines dans le secteur aérien et puis surtout les poids lourds du secteur bancaire, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, qui publieront leurs résultats ce vendredi. Quel est l'état d'esprit dans lequel on a envie d'aborder cette saison de résultats du premier trimestre aux États-Unis, Pierre-Yves? Oui, le grand bal des résultats va donc être entamé par Delta Airlines. On va voir ensuite ce que nous fait JP Morgan Chase. JP Morgan Chase, vendredi, avec Wells Fargo, c'est très intéressant parce que ce sont des sociétés qui sont représentatives de la demande de crédit dans l'ensemble de l'économie. Donc c'est toujours intéressant. Pour l'information de nos auditeurs, le Big Tech ne va publier ses résultats qu'à partir du 23 avril. Globalement, si je prends les chiffres de FactSet qui sont très bien faits, on anticipe tous secteurs confondus en termes de earnings per share, de bénéfices par action, une progression de 3,2% pour les 500 sociétés dans le S&P 500. Souvenez-vous, au début du mois de janvier, on anticipait un gain de près de 6%. Donc on a eu au cours des dernières semaines, dans l'ensemble, plutôt des révisions à la baisse. Néanmoins, si on est dans le positif au cours de ce premier trimestre, on pourra dire que l'on a connu aux États-Unis 3 trimestres consécutifs de progression des bénéfices par action. Sur les 11 secteurs dans la typologie de Standard & Poor's, 7 s'annoncent en hausse, en particulier ce que l'on appelle aux États-Unis les utilities, et je n'arrive jamais à trouver une bonne traduction en français pour ça, parce que quand je dis service public, on m'ouvre de grands yeux. Activité, on dit chez nous. Pardon ? Service aux collectivités, on dit chez nous. Oh, c'est magnifique. C'est en gros la génération et la distribution électrique, et même chose pour le gaz, et l'eau pas tellement. La technologie s'annonce positive, et cette catégorie un peu curieuse, dite des produits du secteur de la consommation discrétionnaire. En revanche, on anticipe une baisse des revenus, des bénéfices par action, pour l'énergie, pour les produits de base et les matières premières, également pour les banques. 79 entreprises au cours des dernières semaines ont plus ou moins explicitement poussé les analystes à réviser à la hausse leurs perspectives de résultats. Micron Technology, par exemple, dans les semi-conducteurs, GE Aerospace, qui est le nouveau pôle de motorisation d'avions de General Electric, qui n'est plus un conglomérat désormais, et quelques valeurs pétrolières, alors que l'ensemble du secteur pétrolier s'annonce à la baisse. La remontée des cours du pétrole, tout de même, au cours des dernières semaines, permet à des sociétés comme Marathon Oil, Valero, Oxypetrol, par exemple, d'anticiper probablement des résultats un petit peu moins à la baisse que ce que l'on anticipait. Il y a un potentiel de surprise important, à mon avis, dans le secteur de l'énergie. Pour les banques, bien sûr, regardez l'évolution des marges, regardez le discours également du management de ces banques à l'occasion de la présentation des résultats sur l'évolution de la demande dans le secteur des fusions et acquisitions. C'est toujours des choses très importantes, notamment pour JP Morgan Chase, pour Goldman Sachs évidemment aussi. Dans le secteur de l'assurance, je viens de le vérifier pour ma déclaration d'impôt, les primes d'assurance propriété dommages, mais également les primes d'assurance pour l'assurance automobile explosaient. Elles ont explosé beaucoup au cours des derniers mois. Je ne suis pas trop inquiet pour le secteur de l'assurance. Peut-être une mention particulière pour Nvidia. Nvidia qui, à elle seule, va représenter à peu près la moitié des profits de sa catégorie Information Technology de Standard & Poor's. On anticipe pour cette catégorie un gain de 19%. Si l'on retrouve Nvidia, on tombe à peu près à 9%. Mention spéciale aussi pour Boeing, qui est toujours au fond du trou, qui n'a plus vraiment de patron, puisque le patron a annoncé sa démission pour la fin de l'année et que le conseil d'administration cherche un nouveau PDG. Boeing, qui de fait voit son cash flow plafonné par une décision
du régulateur fédéral de l'aviation civile, puisqu'on a plafonné à 38 appareils par mois le taux de production de Boeing. Et comme il gagne de l'argent en livrant des avions, s'il ne peut pas les produire, il ne peut pas les livrer, son cash flow est plafonné. Ça serait, dans cette période de transition du management chez Boeing, peut-être le moment de charger la barque. Bon, coup d'envoi donc cette semaine. Alors il y a Delta Airlines techniquement qui publie ce mercredi, mais le vrai coup d'envoi commencera avec le secteur financier et bancaire, notamment ce vendredi. JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, je crois que BlackRock ou encore State Street publient également leurs résultats dans le secteur financier, dans le secteur de la gestion d'actifs. Pierre-Yves, où en est-on des travaux du Congrès américain, notamment sur les packages d'aide destinés à l'Ukraine, à Israël, à Gaza ou encore à Taïwan? Ah, Grégoire, là, vous commettez une énorme erreur. Vous oubliez les choses vraiment importantes. Les choses vraiment importantes pour les Américains qui votent, c'est la reconstruction du pont du Beltway autour de Baltimore. Il va falloir qu'ils se penchent sérieusement là-dessus et qu'ils se décident rapidement pour trouver des enveloppes de crédit sur une base bipartite pour financer le pont qui s'est effondré de manière spectaculaire. Mais vous avez raison, bien sûr, Grégoire. D'un point de vue international, l'avenir du paquet de l'aide américaine à l'Ukraine est absolument fondamental. D'abord parce que on parle de gros montants tout de même. Hein. C'est 60 milliards de dollars qui ont été promis par le Sénat lors d'un vote mi-février, rien que pour l'Ukraine. Sur un paquet total de 95 milliards qui comprend aussi de l'aide pour Israël, de l'aide humanitaire et également quelques 5 milliards pour Taïwan. Le Sénat, sur une base bipartite, à 70 voix pour, 30 contre, a adopté l'aide à l'Ukraine. Le président Biden implore la Chambre des représentants de faire la même chose, mais c'est très compliqué, la Chambre des représentants, qui est pratiquement divisée en deux maintenant, avec pratiquement autant de représentants démocrates que de représentants républicains. Et en gros, la moitié des républicains sont contre l'aide à l'Ukraine. Et la question qui se pose pour le speaker de la Chambre est de savoir comment va-t-il faire accepter à sa conférence, c'est-à-dire à l'ensemble des représentants de son parti, le Parti républicain, cette aide à l'Ukraine. Ou bien il prend le texte tel qu'il a été adopté par le Sénat et il le soumet à un vote, ce qui n'est pas la solution préférée de la droite du Parti républicain, soit il cherche à édulcorer ce package, notamment en reprenant à son compte quelques suggestions faites par un certain Donald Trump qui est en campagne et qui dit, par exemple, nous n'allons pas donner d'argent à l'Ukraine, nous allons leur faire des prêts. Quelle est la valeur de cet argument? On n'en sait rien. On peut aussi imaginer que pour faire avaler la pilule aux isolationnistes, parce qu'il faut dire le mot, du Parti républicain, on pourrait, par exemple, demander des sacrifices aux démocrates sur d'autres sujets, notamment cette décision de l'administration Biden d'interdire l'ouverture de nouveaux ports pour l'exportation de gaz naturel, quelque chose qui n'a pas du tout plu aux républicains, qui n'a rien à voir avec l'Ukraine, mais qui pourrait satisfaire des républicains récalcitrants. Autre possibilité pour faire accepter les choses aux isolationnistes républicains, leur demander que l'on saisisse des biens, des actifs russes. Le problème, c'est qu'il faudrait négocier ça avec les Européens parce que beaucoup de ces actifs russes qui sont gelés sont en fait sous contrôle d'institutions européennes. À quel horizon on peut espérer une décision, Pierre-Yves? Alors là, your guess is as good as mine. J'ai vu 2 ou 3 républicains sérieux nous dire cette affaire peut traîner jusqu'en juillet. Ça serait catastrophique naturellement pour l'Ukraine. L'argument du président Biden et l'argument des républicains au Sénat qui sont favorables à cette aide est que l'Ukraine a un besoin urgent, que cette affaire traite depuis trop longtemps et que le conflit est en train de basculer en faveur des Russes. Il faut donc absolument intervenir et 60 milliards de dollars, c'est quand même un montant considérable pour se procurer des armes et des munitions. Les choses pourraient être réglées en une quinzaine de jours, mais elles peuvent traîner encore plusieurs semaines.
Beaucoup Pierre, merci pour votre éclairage hebdomadaire sur ces enjeux de politique américaine et les enjeux business, bien sûr, avec le début des résultats d'entreprise qui commencera cette semaine. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque semaine pour ce quart d'heure américain dans Smart Bourse sur Bismart. La grande édition ce soir à 17h en direct et le tout à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.